La femme de ménage a licencié la PDG après 10 ans de service. Personne ne se doutait que son mari était le véritable propriétaire de l'entreprise. Bonne lecture. Il était 5h45 quand Elena Moral pénétra dans le bâtiment principal du Grupo Montluz, poussant son chariot de nettoyage dans les couloirs silencieux de l'étage de la direction. Elle marchait d'un pas assuré et silencieux, comme si elle connaissait les lieux par cœur. Et c'était le cas. 10 ans à nettoyer les mêmes murs, les mêmes bureaux, les mêmes ascenseurs. Pour tous les employés, elle était simplement Doña Elena, la femme de ménage. Les employés la saluaient sans vraiment la regarder. Les cadres parlaient d'argent et de projets à plusieurs millions de dollars comme si elle n'existait pas. Seuls quelques jeunes nouveaux la traitaient avec respect, jusqu'à ce qu'ils comprennent que dans ces bureaux, il était mal vu de regarder le personnel de nettoyage. Elena, pourtant, ne répondit jamais. Elle se contentait d'écouter, toujours. Chaque matin, en nettoyant les couloirs, elle surprenait les conversations des cadres arrivés tôt. Des ragots, de l'arrogance, des rires aux dépens des erreurs d'autrui. Elle gardait la tête baissée, mais chaque mot restait gravé dans sa mémoire. Son histoire avec Grupo Montluz a commencé bien des années auparavant, alors qu'elle vivait encore à León, dans l'état de Guanajuato. À 25 ans, elle était mariée à Javier Moral, un homme travailleur et ambitieux, dont les rêves semblaient parfois inaccessibles. Ensemble, ils avaient passé d'innombrables nuits à peaufiner leur projet d'entreprise autour de la table de la cuisine. Javier avait l'énergie et les idées, mais c'était Elena qui avait le sens du détail, qui décelait les failles que personne d'autre ne voyait. C'est elle qui a proposé de transformer les lignes de transport familiales en une société à part entière. Ainsi est née l'idée qui allait donner naissance à Grupo Montluz. Au début, il n'y avait que Javier, son associé Rafael Cortés et un minuscule bureau avec un bureau partagé. Elena, bien que son nom ne figurât pas sur les documents, avait fourni le capital initial, l'héritage de son père. Elle avait insisté pour que l'argent soit au nom de Javier, persuadée que les formalités administratives importaient peu tant que la loyauté était présente. « Mets-le à ton nom, mon amour », lui avait-elle dit un soir. « On n'a pas besoin que le monde sache qui a avancé l'argent. »« Tu es sûr ?» avait demandé Javier. « Bien sûr. J'ai confiance en toi. » Pendant des années, tout s'est déroulé sans accroc. Jusqu'à cette nuit où, alors que Javier roulait sur l'autoroute en direction de San Luis, un camion a brusquement dévié sur sa voie. L'accident fut instantané. Il avait 30 ans. Elena, 28 ans, se retrouva seule, sans mari, ignorant que sa vie allait basculer à jamais. Pendant les funérailles, Raphaël parla d'un ton glacial, plus préoccupé par les affaires que par la perte. « Je ferai tout mon possible pour maintenir l'entreprise à flot », dit-il sans la regarder dans les yeux. Des semaines plus tard, Elena découvrit qu'il avait falsifié les documents, effaçant toute trace du nom de Javier, et par conséquent, du sien. Elle voulut le confronter, mais une petite voix intérieure lui disait que ce n'était pas le moment. Elle rangea les documents originaux, ceux que Javier avait signés au début, et garda le silence. 3 années passèrent. Le Grupo Montluz connut une croissance fulgurante, et Raphaël embaucha un jeune homme ambitieux, Gustavo Aranda, un MBA arrogant qui s'y connaissait davantage en images qu'en logistique. Elena le vit un jour à la télévision, parlant de « sa entreprise ». Sa propre entreprise. Ces mots la brûlaient. Peu après, elle aperçut une annonce sur un panneau d'affichage, personnel de nettoyage recherché pour bureau à Monterrey, et en dessous, le logo de Montluz. L'après-midi même, Elena prit le bus, coiffa une vieille casquette et déposa une candidature sous un faux nom. Personne ne la reconnut, ni Raphaël ni Gustavo. Ainsi commença sa nouvelle vie, 10 ans à nettoyer sa propre entreprise dans l'ombre. Pendant cette période, elle a vu l'atmosphère se dégrader de plus en plus. Des dirigeants autoritaires, des employés sous-payés, des licenciements abusifs. Parfois, elle se demandait si Javier serait fier ou honteux de ce que son rêve était devenu. Un soir, alors qu'elle lavait le sol du 6e étage, elle entendit des rires derrière la porte de la salle de réunion. C'était Gustavo. « S'ils ne sont pas contents du salaire, ils peuvent partir », dit-il d'un ton moqueur. « Il y a des milliers de personnes qui attendent leur place. » Le groupe de cadres éclata de rire. Elena resta immobile, serrant la serpillière contre elle. Elle ne pleura pas. Elle sut simplement, à cet instant précis, que le début de la fin était arrivé pour eux. Dès cette nuit-là, elle commença à consigner noms, dates, phrases, injustices dans un petit carnet noir. Tout ce qu'elle voyait et entendait, elle le notait méticuleusement. C'était sa façon de faire le ménage, non pas dans les sols, mais dans les consciences. Et plus elle écrivait,
plus sa mission se précisait. Elle attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait, car la patience était aussi une arme. Et lorsque le moment serait venu, le coup serait net, direct et silencieux, comme un balai glissant sur le marbre. Au fil des ans, Helena s'est fondue dans le paysage du Gruppo Montluse. Personne ne la remarquait, sauf lorsqu'on avait besoin d'elle en urgence pour un nettoyage. Les lundis étaient les pires. Tasses oubliées sur les bureaux, restes de nourriture dans les salles de réunion, papiers éparpillés sur le sol. Mais ce qui la dérangeait le plus, ce n'était pas la saleté, mais les conversations qu'elle surprenait. « Je ne comprends pas pourquoi on paie autant le personnel de nettoyage », lança un jour une femme à la voix stridente en entrant dans les toilettes, téléphone à la main. Ce n'est pas comme s'il faisait quelque chose d'important. Helena était à l'intérieur, en train de nettoyer les miroirs. La femme ne l'avait même pas remarqué. En partant, Helena marmonna simplement. « Si tu savais qui signe ton chèque, tu ne parlerais pas comme ça. » Parfois, elle pensait que sa patience avait des limites, mais elle se souvenait des paroles de son mari. Le pouvoir ne se crie pas, il se démontre. Alors, jour après jour, elle continuait avec un sourire serein et le regard baissé. En apparence, elle restait la même. Intérieurement, c'était une tempête qui ourdissait ses plans. Un jeudi après-midi, alors qu'elle lavait le couloir du 7e étage, un jeune homme la salua d'un sourire sincère. « Bonjour, Doña Helena. » C'était Rafael Cortés Jr., le fils de l'ancien associé de son mari. Il n'avait que 24 ans, les cheveux châtain clair et une gentillesse qui ne semblait pas être de famille. « Bonjour, jeune homme, » répondit-elle, un peu surprise qu'une personne portant son nom de famille s'adresse à elle avec autant de respect. « Vous travaillez ici depuis longtemps » demanda-t-il poliment, tandis qu'elle essuyait l'encadrement de la porte d'un geste rapide. « J'ai vu défiler tellement de patrons que je ne saurais les compter, » dit-elle, sans se rendre compte du double sens de ses paroles. « Eh bien, je n'ai eu ma chance qu'en tant que stagiaire. Mon père dit qu'il faut commencer par le bas de l'échelle. » Helena le regarda avec un mélange d'ironie et de curiosité. « On apprend tout par la base, jeune homme. Mais attention où vous mettez les pieds. » Raphaël Junior ne comprit pas vraiment, mais il appréciait la femme en uniforme jaune. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Helena notait dans son carnet le nom de tous ceux qui assistaient aux réunions où il servait le café. Ce jeune homme, sans le savoir, allait devenir une pièce essentielle de son puzzle. Quelques jours plus tard, Helena fit une rencontre inattendue sur le parking. Il examinait des documents à l'intérieur d'une camionnette portant le logo de Transport Navarro. Lorsqu'elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent. « Helena, » dit-il, surpris. Elle resta figée un instant. C'était Sergio Navarro, un vieil ami de Ravière. Plus de 10 ans s'étaient écoulés, mais il l'a reconnu immédiatement. « Impossible. Tout le monde pensait que tu avais quitté le pays. »« Chut, » murmura-t-elle. « Personne ne doit savoir que je suis là. » Sergio fronça les sourcils. « Que fais-tu comme femme de ménage ? » « Je t'expliquerai plus tard, mais j'ai besoin que tu me procures des copies des contrats de transport signés cette année. »« Pourquoi ? » ?»« Parce qu'il y a des sommes d'argent qui ne correspondent pas, et j'ai besoin de preuves. » Il la regarda, hésita quelques secondes, puis hocha la tête. « Pour Ravière, je le ferai. » Ce soir-là, tandis que les autres employés partaient, Helena fouilla les tiroirs de l'atelier de maintenance. Elle y trouva une carte d'accès oubliée par un superviseur sur une étagère. Cette carte lui permettait d'accéder aux archives numériques du 3e étage. Son plan avançait. Elle commença à photographier les rapports et à les enregistrer sur une clé USB qu'elle dissimulait dans son balai, derrière un faux bouchon qu'elle avait fabriqué elle-même. Chaque semaine, Sergio passait au bureau et lui apportait de nouveaux documents. Personne ne se doutait de rien. Pendant ce temps, dans le même immeuble, un journaliste nommé Oscar Beltran commença à recevoir des courriels anonymes. Ces messages, non signés, contenaient des détails très précis sur une fraude interne au sein du Gruppo Montluse. Oscar travaillait pour un média numérique local et couvrait souvent des affaires d'injustice liées au travail. Il ignora les premiers courriels jusqu'à ce que l'un d'eux contienne une photographie, un rapport signé par Gustavo Aranda, approuvant des réductions illégales des primes des employés. Cela attira son attention. L'objet du courriel était simple, le nettoyage commence au sommet. À son insu, il communiquait directement avec Helena. Au travail, Gustavo Aranda continuait de se comporter comme s'il était le maître du monde. À 38 ans, il avait un ego démesuré et un penchant particulier pour l'humiliation. Ce lundi-là, en arrivant au bureau, il vit Helena laver le hall d'entrée.
Attention au sol, cria-t-il d'un ton moqueur. Je ne veux pas que vous salissiez mes chaussures, madame. Ne vous inquiétez pas, monsieur, répondit-elle calmement. La vie s'en chargera. Il n'avait même pas perçu l'allusion. Rafael Cortés, son ancien associé, était rentré au Mexique après un long séjour à l'étranger. Gustavo l'accueillit avec des sourires forcés, sachant qu'il avait besoin de son vote pour conserver le contrôle du conseil d'administration. Les affaires marchent à merveille, déclara Gustavo. Les chiffres sont meilleurs que jamais. Rafael acquiesça, mais au fond de lui, il sentait que quelque chose clochait. Des rumeurs de mauvaise gestion commençaient à lui parvenir. Malgré tout, son orgueil l'empêchait d'imaginer que la femme qu'il avait trahie était encore en vie et travaillait au sein de sa propre entreprise. Elena, de son côté, continuait d'écrire dans son carnet noir. Elle y notait parfois des phrases comme « Cynthia, congé refusé pour enfant malade » ou « Réunion au 6e étage ». Propos racistes du directeur. Elle consignait chaque détail, non par vengeance, mais parce qu'elle savait que la vérité était source de force. Un soir, en quittant l'immeuble, elle trouva Maria Torres, une autre agente d'entretien, assise sur le parking, en larmes. « Que s'est-il passé, Maria ? » « Mon fils a eu un accident, madame. J'ai demandé un congé, mais le patron a dit que si je suis absente, on me retiendra mon salaire. » Elena serra le poing. « Va avec ton fils. Je te remplacerai. Et s'il te licencie ? » « Qu'ils essaient, répondit-elle calmement. Un jour, ce sera eux qui demanderont un congé. Tandis que Maria s'éloignait, Elena composa un numéro sur son téléphone. Hector, dit-elle doucement, il est temps de préparer les papiers. À l'autre bout du fil, son avocat répondit calmement. Vous êtes sûr ? Absolument. J'ai trop attendu. Alors, nous nous rencontrons demain. Apportez tout ce que vous avez. Vous seriez surpris de ce que j'ai conservé toutes ces années, dit-elle en consultant son carnet. Ce soir-là, en refermant le portail de l'immeuble, Elena sentit que quelque chose avait changé. Elle n'était plus la femme qui se cachait derrière un balai. Elle était la propriétaire silencieuse qui s'apprêtait à nettoyer sa maison, mais cette fois-ci d'en haut. Elena arriva au petit café du quartier d'Obispado juste avant l'aube. C'était un endroit sans prétention, à l'éclairage chaleureux et à l'odeur du pain frais. Hector Varla, son avocat, l'attendait déjà à une table au fond, un épais dossier à côté de lui. « Je pensais que vous n'appelleriez jamais, » dit-il en levant les yeux. « J'attendais le bon moment, » répondit Elena en posant son sac sur la table. Hector ouvrit le dossier. « Vous avez apporté les documents originaux, n'est-ce pas ?» Elena acquiesça et sortit une enveloppe scellée de son sac. À l'intérieur se trouvaient des copies des accords de partenariat initiaux signés par son mari, Javier, et Rafael Cortés. Tout y est, y compris la clause qui me donne droit à sa part après son décès. Hector sourit légèrement. Parfait. Avec ça, vous pouvez convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires quand vous le souhaitez. Elena le regarda calmement. Je ne veux pas le faire pour l'instant. Il manque quelque chose. Quoi ? Je veux qu'il soit sous l'emprise de l'anesthésie avant que je ne parle. Je veux que le coup arrive quand ils seront plus sûrs d'être intouchables. Hector acquiesça. Ensuite, nous continuerons à rassembler des preuves. Mais Elena, une fois que tu auras pris ta décision, il n'y aura plus de retour en arrière. Je sais, dit-elle en regardant par la fenêtre. Je me prépare à ça depuis 10 ans. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter maintenant. Pendant ce temps, dans l'immeuble du Grupo Montluz, l'atmosphère était tendue. Le jeune Raphaël Junior commençait à remarquer des anomalies. Les rapports financiers étaient confus, les primes disparaissaient et les rumeurs de licenciements abusifs se multipliaient de semaine en semaine. Un après-midi, il s'adressa au service comptabilité. « Excusez-moi, pourriez-vous me montrer les frais de représentation du dernier trimestre ?» demanda-t-il à une employée. Elle le regarda nerveusement. Seul M. Aranda est habilité à communiquer ces informations. « Je suis désolé, jeune homme, je ne peux rien vous montrer. » Ce même soir, lorsqu'Elena alla nettoyer le bureau, elle trouva le jeune homme assis à son bureau, l'air soucieux. « Y a-t-il un problème, Raphaël ? » « Je ne comprends pas certaines choses au service financier, » répondit-il. « Il y a des transactions qui n'apparaissent pas dans les rapports publics. » Elena appuya son balai contre le mur. « Parfois, ce qui manque est le plus important. »« Tu crois qu'il nous cache quelque chose ? » « Je ne pense pas, dit-elle à voix basse.
Je sais. Il la regarda, surpris, mais elle se contenta de sourire et continua de nettoyer. Le lendemain matin, Gustavo Aranda réunit l'équipe de direction dans la salle principale. Il faut réduire les coûts, déclara-t-il fermement. Le service de nettoyage coûte trop cher. J'envisage de faire appel à une entreprise extérieure moins onéreuse. Patricia Leva, son assistante, acquiesça sans broncher. Je suggère également de supprimer les primes de ponctualité, ajouta Gustavo. Elles sont inutiles. Rafael Cortés, l'actionnaire majoritaire, resta silencieux, sans un mot. Elena écoutait depuis le couloir, faisant semblant de nettoyer les vitres. Chaque mot prononcé était un coup dur porté à cette équipe. Ce soir-là, dans sa modeste maison au sud de Monterrey, Elena posa sur la table le carnet noir, la clé USB et la liasse de documents que Sergio Navarro lui avait apportés. À la lumière d'une lampe, elle commença à tout organiser, courriels imprimés, factures et photos de réunion. Elle savait qu'elle y était presque. Entre-temps, le journaliste Oscar Beltran continuait de recevoir des messages anonymes. Cette semaine-là, l'un d'eux contenait une nouvelle preuve, un enregistrement audio. « Écoutez, disait la voix de Gustavo, s'ils se plaignent, ils peuvent partir. Ceux qui ne sont pas contents peuvent aller vendre des tacos. » Oscar l'écouta plusieurs fois. La voix était claire, sans équivoque. Il décida qu'il était temps de se rendre dans l'entreprise. Quelques jours plus tard, il arriva à l'immeuble avec un petit appareil photo dissimulé dans son sac à dos. Il demanda à parler à quelqu'un du service des relations publiques, mais on lui répondit que personne n'était disponible. En partant, il aperçut Elena qui nettoyait le hall et la salua poliment. Elle l'observa quelques secondes, reconnaissant le nom sur son badge. « Vous êtes journaliste, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Oui, Oscar Beltran. Je fais un reportage sur les conditions de travail. » Elena baissa la voix. « Alors vous êtes au bon endroit. » Sans un mot de plus, elle lui glissa discrètement un bout de papier avec un numéro de téléphone. « Appelez-moi ce soir, mais ne dites pas mon nom. » Oscar la regarda, surpris. « Qui êtes-vous ?»« Juste quelqu'un qui nettoie les dégâts des autres depuis longtemps, » répondit-elle, et elle continua de passer la serpillière comme si de rien n'était. Le soir même, ils se parlèrent au téléphone. « Que veux-tu que je fasse de ces informations ?» demanda Oscar. « Rien pour l'instant, mais quand je te dirai, tu publieras tout et tu ne les laisseras pas étouffer l'affaire. Tu fais partie du personnel de nettoyage ? » « Disons simplement que je fais partie de l'histoire, » répondit-elle en raccrochant. Pendant ce temps, au sein de l'entreprise, Patricia Leva commençait à soupçonner des fuites de documents. Un après-midi, elle entra dans le bureau de Gustavo, l'air soucieux. « Quelqu'un divulgue-t-il des informations confidentielles ? J'ai trouvé des copies de rapports qui n'auraient jamais dû sortir d'ici. » Gustavo frappa du poing sur le bureau. « Qui ? » « Je ne sais pas encore, mais ça pourrait être quelqu'un de la comptabilité ou un stagiaire. »« Trouvez le coupable, » ordonna-t-il. « Et s'il faut licencier la moitié du personnel, faites-le. » Cette même semaine, 3 employés innocents furent licenciés. Raphaël Junior les regarda partir, des cartons à la main, perplexe. Pour la première fois, il commença à douter de son père et de Gustavo lui-même. Dans un autre coin du bâtiment, Elena, en nettoyant le couloir, entendit par hasard la nouvelle des licenciements. Elle ne dit rien, mais nota les noms dans son carnet. Puis elle se rendit au service des ressources humaines et déposa une enveloppe dans la boîte aux lettres internes. À l'intérieur se trouvaient des copies de factures falsifiées et de virements approuvés par Gustavo. Ce soir-là, elle retrouva Hector au même café. « J'ai tout », lui dit-elle en lui tendant une nouvelle carte mémoire. Hector examina les fichiers et la regarda, impressionné. « C'est suffisant pour le destituer. » « Pas encore, » répondit Elena. « Ils doivent encore se démasquer mutuellement. Je veux qu'ils s'autodétruisent par leur propre arrogance. Tu joues avec le feu. J'ai passé 10 ans à nettoyer leurs dégâts. Je n'ai plus peur. » En quittant le café, la pluie commençait à tomber. Elena marchait lentement sur le trottoir, sans parapluie, laissant l'eau tremper son uniforme jaune. Ce n'était pas par théâtralité. Elle agissait ainsi car elle sentait que l'orage qu'elle attendait depuis si longtemps était enfin sur le point d'éclater. Tandis que les lumières de la ville se reflétaient dans les flaques d'eau, elle pensa à son mari, Ravière, et à ce qu'il aurait dit s'il l'avait vue à cet instant. Peut-être aurait-il souri et lui aurait-il dit la même chose qu'à l'ordinaire. « Elena, quand on nettoie quelque chose de vraiment sale, il faut le faire calmement. Si on se précipite,
on ne fait que répandre la poussière. Elle sourit intérieurement, les yeux fermés. Son calme allait bientôt prendre fin. Le vrai nettoyage allait commencer. Les jours suivants furent mouvementés au sein du Grupo Montluz. Des rumeurs de licenciements, de fuites et de réduction d'effectifs circulaient dans les couloirs comme une traînée de poudre. Le personnel de nettoyage, les chauffeurs et les employés administratifs parlaient à voix basse, sachant que le moindre mot pouvait leur coûter leur emploi. Elena continuait de suivre sa routine avec précision. Elle arrivait avant tout le monde et partait après l'arrêt du dernier ascenseur, mais ce calme apparent dissimulait quelque chose. Chacun de ses mouvements avait un but précis. Elle ne se contentait plus de nettoyer, elle plaçait aussi discrètement de petites caméras que son ami Sergio lui avait fournies. Elle les cachait derrière des tableaux ou dans les coins du plafond, là où les cadres avaient l'habitude de parler sans retenue. Une nuit, l'une de ces caméras a enregistré une scène qui allait tout changer. Gustavo Aranda et Patricia Leva étaient dans la salle de réunion, en pleine dispute. « Je t'avais dit que tu ne pouvais pas déplacer cet argent », s'écria-t-elle. Le service comptabilité se doute déjà de quelque chose. Du calme, Patricia. Personne ne découvrira rien, répondit-il avec arrogance. Et s'il découvre quelque chose, on dira que c'était une erreur administrative. Ça marche à tous les coups. Au petit matin, Elena visionna la vidéo sur son téléphone, le cœur battant la chamade. Elle la téléchargea, l'enregistra sur sa carte mémoire et griffonna une simple phrase dans son carnet, preuve définitive obtenue. Entre-temps, Raphaël Junior continuait de remarquer des choses étranges. Un jour, en vérifiant un dossier oublié dans l'imprimante, il trouva une feuille de papier avec des virements effectués vers un compte inconnu. Le signataire était Gustavo Aranda. Il n'y connaissait pas grand-chose en chiffres, mais il sentait que quelque chose clochait. Il décida de demander de l'aide et alla directement voir la seule personne en qui il avait confiance dans l'entreprise, Elena. « Madame Elena, pourriez-vous venir un instant ?» dit-il doucement. « Bien sûr, jeune homme. » « Que se passe-t-il » Il lui montra les papiers, et elle les examina attentivement. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans l'imprimante, au 5e étage. » Personne ne l'a remarqué. Elena sourit. « Vous avez l'œil. Gardez-les et n'en parlez à personne. Savez-vous ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il va y avoir un grand ménage bientôt. » Raphaël Junior la regarda, perplexe, ne sachant pas si elle était sérieuse ou si elle parlait au figuré. Le soir même, Elena appela Hector. « Il est temps d'agir, » dit-elle fermement. « Nous convoquons la réunion. »« Tu es sûr ? » ?»« Oui. Et assure-toi que la convocation parvienne directement à Rafael Cortés et Gustavo Aranda. Je veux qu'ils soient tous les deux présents. Es-tu prêt à les affronter ? J'attends ce jour depuis des années, Hector. Mes mains ne tremblent plus. Le lendemain, la nouvelle de la réunion extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre parmi les administrateurs. Personne ne comprenait qui l'avait convoqué ni pourquoi. Gustavo était irrité. « Qui a autorisé ça ?» s'écria-t-il dans son bureau. « Je ne sais pas », répondit Patricia nerveusement. La notification venait du cabinet Varla et Associés. « Et c'est qui, au juste ?»« Un avocat de Léon, dans l'état de Guanajuato. » Gustavo fronça les sourcils. « On se moque de nous. » Pendant qu'il tentait de comprendre ce qui se passait, Oscar Beltran poursuivait la rédaction de son rapport. Il disposait déjà de suffisamment de preuves, les enregistrements audio, les documents et les témoignages de plusieurs anciens employés licenciés abusivement. Il attendait simplement un signe de la source anonyme. Ce signe arriva cet après-midi même. Un court message, sans adresse d'expéditeur, demain à 10h. Assemblée générale, apportez votre appareil photo. Elena passa la nuit à préparer ses vêtements. Elle rangea son uniforme jaune dans un carton et sortit de son placard une tenue qu'elle n'avait pas portée depuis des années, un chemisier bleu marine et un blazer beige. Devant le miroir, elle attacha ses cheveux et prit une profonde inspiration. Ce n'était pas par vanité, c'était symbolique. Pour la première fois en 10 ans, elle allait s'habiller comme la femme qu'elle était vraiment. En arrivant à l'immeuble, les gardes la reconnurent à peine. « Bonjour, madame. Avez-vous un rendez-vous » demanda l'un d'eux. « Oui », répondit-elle avec un sourire calme. « Et croyez-moi, ils ne l'oublieront pas. » Elle monta au 8e étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un bruit métallique qui semblait faire écho à toutes ces années d'attente. Dans le couloir, Patricia leva la vie passée et fronça les sourcils.
Que fait la femme de ménage ici? Chuchota-t-elle à un autre cadre. Mais Elena ne s'arrêta pas. Elle entra directement dans la salle de réunion, où Gustavo, Rafael Cortés et les autres membres du conseil d'administration étaient déjà installés. Gustavo leva les yeux, agacé. « Je suis désolé, madame, mais cette réunion est privée. Le personnel de nettoyage n'entre pas ici. » Elena le regarda calmement. « Je ne suis pas venu pour faire le ménage. Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. » Un silence pesant s'installa. Tous se regardèrent, perplexes. Raphaël la fixait intensément, le visage blême. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Tu croyais que je ne reviendrais pas, n'est-ce pas, dit-elle. Que tu m'avais effacé comme de la poussière. » Gustavo laissa échapper un rire nerveux. C'est une plaisanterie. Quelqu'un peut-il faire sortir cette femme? Hector Varla entra alors, impeccablement vêtu de son costume bleu, portant un épais dossier. Bonjour, dit-il d'un ton ferme. Je suis le représentant légal de Madame Elena Moral, actionnaire majoritaire du Grupo Montluz. Un murmure parcourut aussitôt la pièce. Qu'est-ce qu'il raconte? S'écria Gustavo. Hector ouvrit le dossier et déposa les documents originaux sur la table. Voici les contrats de fondation signés par M. Javier Moral et M. Rafael Cortés. Après le décès de M. Moral, les droits ont été légalement transmis à son épouse, Madame Elena Moral. Rafael tenta de parler, mais les mots lui manquèrent. Elena le regarda droit dans les yeux. Pendant 10 ans, j'ai travaillé ici, à ramasser vos ordures et à vous entendre parler des employés comme s'ils étaient jetables. Gustavo se leva, furieux. C'est une fraude. La fraude, répéta Hector, c'est détourner des fonds, signer de faux virements et falsifier des états financiers. Nous avons des preuves de tout cela. Elena sortit son téléphone et projeta la vidéo enregistrée par ses caméras sur l'écran de la pièce. La voix de Gustavo était forte et claire. S'ils se plaignent, ils peuvent partir. Il y aura toujours quelqu'un pour faire le ménage pour moins cher. Personne ne dit un mot. Raphaël baissa la tête, honteux. Gustavo tenta de partir, mais 2 gardes l'attendaient déjà dehors. Sur ordre de l'actionnaire majoritaire, dit Hector, vous êtes démis de vos fonctions avec effet immédiat. Elena s'approcha du bout de la table et posa les mains sur le luxueux bureau. Nettoyage terminé, déclara-t-elle d'un ton ferme. Gustavo partit sous escorte, sans se retourner. Le silence était total. Raphaël demeura immobile, le regard perdu dans ses pensées. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, dit-il d'une voix tremblante. Non, répondit Elena. Tu m'as rendu plus fort. Puis il se tourna vers les autres personnes présentes. Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre pour Montluz, et cette fois, la voix de ceux qui travaillent ici sera entendue. En quittant la pièce, le murmure des employés se répandit comme une rumeur invraisemblable. Le concierge, que personne ne voyait jamais, venait de licencier le patron, et pour la première fois depuis des années, tout l'immeuble sentait qu'un renouveau, un véritable renouveau, était en train de se produire. Le lendemain de la réunion, l'atmosphère était tout autre au sein du Grupo Montluz. La rumeur n'était plus un secret, la femme de ménage était la véritable propriétaire de l'entreprise. Certains employés en riaient, d'autres chuchotaient, craignant des représailles. Mais tous se posaient la même question, comment était-ce possible? Elena arriva tôt, vêtue de la même tenue que la veille. Cette fois, elle n'entra ni par la porte de service ni par l'ascenseur de service. Elle emprunta l'entrée principale. Les gardes se mirent au garde-à-vous sans qu'elle ait besoin de le leur demander. Le logo doré de Montluz brillait sur le mur du hall, et pour la première fois depuis longtemps, elle le contempla sans colère. Elle monta directement à son nouveau bureau, celui qui avait appartenu à Gustavo Aranda. Sur le bureau, une tasse portant son nom était encore posée. Elena la prit, la vida dans la poubelle et la déposa de côté, propre. Elle ne le fit pas avec haine, mais avec le calme de quelqu'un qui comprend que le passé doit laisser place au présent. À 9 heures précises, elle convoqua tous les employés de l'immeuble à une réunion générale. Des murmures parcoururent les couloirs. Chauffeurs, réceptionnistes, agents d'entretien et personnel administratif se rassemblèrent dans le hall principal, observant avec incrédulité Elena prendre la parole. « Bonjour à tous, dit-elle d'un ton ferme. Je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ce qui s'est passé hier, et vous avez raison. Personne ne l'avait vu venir. » Un silence absolu s'installa. Pendant 10 ans, j'ai travaillé ici comme agent d'entretien. J'ai entendu vos plaintes,
j'ai constaté les injustices et j'ai ressenti de presque signifie être invisible. Certains baissèrent la tête, honteux. Mais aujourd'hui, cela cesse. Cette entreprise a été fondée sur le travail acharné, pas sur l'arrogance. Et je veux qu'elle redevienne ce qu'elle était, un lieu digne pour tous. Une femme des ressources humaines leva la main. Que adviendra-t-il des licenciements récents? Ils seront réexaminés, répondit Elena. Si quelqu'un a été licencié injustement, il aura la possibilité de revenir. Un autre employé demanda, et les avantages sociaux supprimés seront-ils rétablis? Oui. Et je tiens à vous informer que, désormais, les primes, les heures supplémentaires et les congés ne seront plus décidés en catimini. Un murmure parcourut la salle, non pas de peur, mais de soulagement. Au fond, Pedro Luna, l'un des chauffeurs, salua d'un geste de la main et lança « Voilà l'esprit, chef ». Des rires remplirent la pièce. Elena sourit, encore peu habituée à ce surnom. « Je ne suis pas votre chef, dit-elle. Je fais partie de la même équipe, sauf que cette fois, je fais le ménage de haut en bas. » Après la réunion, de nombreux employés sont venus la saluer. Maria Torres, la concierge qui avait pleuré son fils, l'a prise dans ses bras. « Merci de ne pas nous avoir oubliés, Doña Elena. »« Appelez-moi simplement Elena, » a-t-elle répondu tendrement. « Ici, tout le monde mérite le respect, pas les titres. » Pendant ce temps, dans le bureau de son ancien associé, Rafael Cortés était tiraillé entre la culpabilité et l'humiliation. Son fils, Rafael Junior, entra sans frapper. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il. « Pourquoi m'as-tu fait croire qu'Elena était une inconnue ?» Raphaël passa une main sur son visage, épuisé. « Tu ne peux pas comprendre. C'était il y a longtemps. »« Bien sûr que je comprends, » répondit le jeune homme. « Tu as volé quelque chose qui ne t'appartenait pas. » Le père se leva, haussant le ton. « Ta mère était malade. On avait besoin d'argent. »« N'essaie pas de te justifier, » rétorqua son fils. « Elle ne t'a rien pris. C'est toi qui lui as pris. » Un silence pesant s'installa. Pour la première fois, Raphaël Junior vit son père tel qu'il était vraiment, un homme vaincu par ses propres choix. Sans un mot de plus, il quitta le bureau et claqua la porte. Quelques heures plus tard, les médias locaux et les réseaux sociaux ont commencé à relayer le scandale. Le journaliste Oscar Beltran avait publié un article intitulé « La femme qui a éradiqué la corruption, 10 ans comme femme de ménage dans l'entreprise qu'elle a fondée ». L'article est devenu viral en quelques heures. Les images du moment où Elena a congédié le PDG ont été diffusées par tous les médias. Certains l'ont surnommée « la patronne invisible », d'autres « la propriétaire silencieuse », mais elle se moquait des étiquettes. Tandis que les téléphones de l'entreprise sonnaient sans cesse, Elena restait dans son bureau à examiner des contrats. « Voulez-vous que je tienne une conférence de presse ?» demanda Hector au téléphone. « Non, » répondit-elle. « Je n'ai rien à prouver. L'important n'est pas que les gens me voient, mais que le message soit clair. » Cependant, le scandale commença bientôt à inquiéter certains investisseurs. Patricia Leva, restée silencieuse durant la réunion, tenta de l'aborder. « Elena, dit-elle doucement, peut-être devrions-nous gérer cela avec plus de discrétion. La presse pourrait nuire à l'image de l'entreprise. » Elena leva les yeux de ses documents. « On redore son image par des actes, pas par des excuses. Si vous tenez à votre réputation, commencez par respecter ceux qui vous font gagner de l'argent. » Patricia ne répondit pas, elle se contenta d'acquiescer et quitta le bureau. Le même après-midi, Oscar Beltran alla la trouver. « Madame Morale, pourriez-vous m'accorder une interview ?» Elena le regarda quelques secondes. « Seulement si vous me promettez une chose. »« Tout ce que vous voulez. »« Non. » Cette réponse est générée par une IA et fournie à titre indicatif uniquement. « Continuez. » Le même après-midi, Oscar Beltran alla la trouver. « Madame Morale, pourriez-vous m'accorder une interview ?» Elena le regarda quelques secondes. « Seulement si vous me promettez une chose. »« Tout ce que vous voulez. » Ne parlez pas de moi. Parlez d'eux, de ceux qui travaillent, de ceux qui subissent les mauvais traitements, de ceux qui continuent de venir chaque jour sans savoir qu'eux aussi méritent le respect. Oscar sourit. « Marché conclu. » Et une dernière chose, ajouta-t-elle, ne publiez pas mon adresse. J'ai déjà bien assez de monde qui frappe à ma porte. À la tombée de la nuit, les couloirs de l'immeuble s'animaient d'une atmosphère différente. La peur avait laissé place à la curiosité, voire à l'espoir.
Les employés s'attardaient, bavardant, certains riant pour la première fois depuis des mois. Elena parcourut les couloirs, observant les bureaux, les plantes et les fenêtres impeccables. Arrivée devant la porte du local de maintenance, elle s'arrêta. Le chariot de nettoyage jaune était toujours là, tel qu'elle l'avait laissé. Elle le contempla en silence et sourit. « Je ne le rangerai pas encore, » murmura-t-elle. « Il reste encore beaucoup à nettoyer. » Le lendemain, elle convoqua une autre réunion, non pas avec les cadres, mais avec tous les employés, à tous les niveaux. « Je veux vous entendre, » dit-elle. « Je n'ai pas envie de parler toute seule. » Pendant 2 heures, les employés se confièrent sur tout ce qu'ils n'avaient jamais osé dire, les heures supplémentaires non payées, les insultes, le traitement injuste. Elena prenait des notes. « Tout cela sera réglé, » promit-elle. « Et si quelqu'un essaie de s'y opposer, il sera viré. C'est aussi simple que ça. » À la fin de la réunion, Pedro Luna s'approcha avec un sourire et lui offrit un soda. « À votre santé, patronne. » Elena leva sa canette et trinqua avec la sienne. « À celles et ceux qui n'ont jamais cessé de travailler, » dit-elle. Ce soir-là, en quittant le bâtiment, elle aperçut un groupe d'employés qui riaient devant le portail. L'atmosphère était différente. Elena prit une profonde inspiration. Elle savait que le plus dur restait à faire, mais pour la première fois depuis des années, elle avait le sentiment de nettoyer quelque chose de plus important qu'un simple sol. Elle était en train de nettoyer toute une histoire. Durant les semaines qui suivirent, le Grupo Montluz servit de terrain d'expérimentation. Si les employés étaient enthousiastes face au changement, ce n'était pas l'avis de tous. Aux étages supérieurs, les cadres supérieurs chuchotaient dans les couloirs, remettant en question l'autorité d'Elena. « Une femme de ménage ne peut pas diriger une entreprise, » disait l'un. « Ça ne va pas durer, » ajoutait un autre. « Elle va bientôt faire une erreur, et tout rentrera dans l'ordre. » Elena entendait ces commentaires à chaque fois qu'elle passait, mais cela ne l'atteignait plus. Elle avait déjà entendu bien pire pendant 10 ans. Désormais, l'important était d'agir. Leur première mission fut de vérifier tous les contrats signés ces 5 dernières années. Ils mirent au jour des dizaines d'irrégularités, surfacturation, fournisseurs fictifs, dépenses gonflées. Parmi eux, Transport del Norte, une société censée fournir des services logistiques, mais qui, en réalité, n'existait pas. Les factures étaient adressées à un compte lié à Rafael Cortés. « Nous avons les preuves », déclara Héctor Varla en lui montrant les documents. « Il s'agit d'un détournement de fonds. » Elena les examina calmement. « Je ne souhaite pas encore de procès. Laissons la vérité éclater. Et s'il tente de porter plainte en premier, qu'il le fasse. Je suis plus patiente que lui. » Mais Raphaël n'était pas prêt à en rester là. Humilié par la médiatisation de l'affaire, il commença à contacter des journalistes complices et à diffuser de fausses versions des faits. Il prétendait qu'Elena avait falsifié des documents, manipulé le conseil d'administration et qu'elle était malade et incontrôlable. Une chaîne d'information locale diffusa même une interview dans laquelle un prétendu ancien cadre affirmait que toute cette affaire était un coup monté. Elena vit le reportage à la télévision et déclara simplement « Plus ils crient fort, plus ils ont peur ». Cependant, la situation commença à inquiéter certains investisseurs étrangers. Elena décida de l'affronter de front. Elle convoqua une conférence de presse, et à la surprise générale, accepta de s'exprimer devant les caméras pour la première fois. Lorsque les journalistes se réunirent dans l'auditorium, ils s'attendaient à voir une dirigeante hautaine. Au lieu de cela, elle apparut vêtue d'un simple tailleur, les cheveux tirés en arrière sans aucun ornement. Debout devant le micro, elle déclara calmement « J'ai entendu beaucoup de choses ces derniers jours. Que j'avais menti, que j'avais volé, que j'avais inventé mon histoire. » Elle marqua une pause. « La vérité est simple. J'ai travaillé pendant 10 ans dans ma propre entreprise pour comprendre comment les dirigeants traitent les employés, et ce que j'ai vu était décevant. » Elle montra des documents, des dates et des noms. « Je ne suis pas intéressé par le scandale, je suis intéressé par la justice. Le travail de chacun a de la valeur, et quiconque ne le comprend pas n'a pas sa place ici. » Les caméras enregistrèrent chacune de ces paroles. La conférence dura moins de 10 minutes, mais cela suffit à redresser la situation. Les médias commencèrent à changer de ton. Les gros titres annoncent désormais « La propriétaire qui a infiltré son entreprise pour la nettoyer de l'intérieur ». Pendant ce temps, Rafael Cortés suivait la retransmission depuis son bureau. Fou de rage, il frappa du poing sur la table. « C'est inadmissible. Comment peut-elle faire ça ?
Son fils le regardait en silence. Papa, arrête. Qu'est-ce que tu as dit? Arrête de te disputer avec elle. Si tu continues, tu vas t'enfoncer encore plus. Raphaël le regarda avec dédain. Tu ne comprends rien au monde des affaires. Non, papa. C'est toi qui ne comprends pas la valeur de la honte. Raphaël Junior quitta la pièce, et sans hésiter, se rendit directement au bureau d'Elena. Lorsque la secrétaire l'annonça, elle le fit entrer aussitôt. Je savais que tu viendrais, dit Elena avec un léger sourire. Je ne suis pas venu m'excuser pour lui. Je suis venu lui dire que je veux l'aider. L'aider? Pourquoi? Parce que ce que mon père a fait est mal, et je ne veux pas suivre cette voie. Elena le fixa en silence pendant quelques secondes. Es-tu prêt à me dire ce que tu sais? Oui. Je peux vous remettre les courriels que j'ai trouvés, les documents qu'il a signés. Alors, préparez-vous. Ce ne sera pas facile, mais il faut parfois réparer les dégâts causés par les autres. Le même après-midi, Elena et Hector ajoutèrent le dossier du jeune homme à l'enquête interne. C'était la dernière pièce du puzzle. Parallèlement, les changements au sein de l'entreprise se poursuivaient. Le service des ressources humaines mit en place de nouvelles politiques de bien-être, les primes de productivité furent rétablies et la cafétéria, fermée pour des raisons budgétaires, rouvrit ses portes. Elena rendit visite à chaque service en personne, discutant avec les chauffeurs, les opérateurs, les techniciens. Elle n'était pas là pour se mettre en avant, mais pour écouter. Comment se passent les tournées de livraison? Demandait-elle au chauffeur. Beaucoup mieux, Madame Elena. Au moins, maintenant, il nous paie les heures supplémentaires. Ce n'est pas une faveur, répondait-elle. C'est la moindre des choses. La presse se mit à la suivre partout. Certains la comparaient à des chefs d'entreprise emblématiques, d'autres lui reprochaient son manque d'expérience en matière de direction. Elle n'en avait cure. Elle savait que le véritable changement ne se jouait pas dans les journaux, mais dans les couloirs. Un après-midi, alors qu'elle examinait des rapports, Hector entra, l'air grave. « Raphaël envisage de porter plainte, dit-il. Il prétend que vous l'avez trompé avec de faux documents. » Elena soupira. Elle savait qu'il essaierait. Cela pourrait être dangereux. Les médias pourraient de nouveau s'en prendre à vous. Qu'ils essaient. J'ai quelque chose qu'il n'a pas, la vérité et la patience. Mais ce que Raphaël ignorait, c'est que son propre fils avait divulgué les preuves à la presse. Quelques jours plus tard, un journal télévisé diffusa un reportage spécial présentant des documents signés par lui, prouvant le détournement de fonds et l'existence des sociétés écrans. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Raphaël fut convoqué pour témoigner et ses comptes furent gelés. En voyant le reportage, Elena ne sourit pas, ne se réjouit pas. Elle dit simplement, d'une voix douce, la vérité finit toujours par éclater. Le lendemain, l'atmosphère à Montluz était différente. Une fois de plus, les employés arboraient une mine fière. Elena convoqua une nouvelle réunion générale. Je sais que la période a été difficile, dit-elle, mais ce n'est que le début. Alors, quelle est la suite, patronne? Demanda un technicien. Maintenant, nous allons faire de Montluz un exemple, non pas de luxe, mais de décence. Après la réunion, elle se retrouva seule dans la pièce. Elle s'approcha de la fenêtre et contempla la ville qui s'étendait sous le soleil couchant. Elle repensa à tout ce qui s'était passé, aux nuits passées à faire le ménage, aux conversations qu'elle avait feint d'ignorer, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une paix intérieure. Quelques heures plus tard, Oscar Beltrán publiait un nouvel article intitulé « Le nettoyage continue, comment un concierge a changé les règles du pouvoir ». Le texte se terminait par une citation de l'auteur « Nettoyer n'est pas humiliant. L'humiliation, c'est de faire du désordre et d'attendre des autres qui le fassent à votre place. » Ce soir-là, Elena rentra tard, alluma la lumière de la cuisine, se versa une tasse de café et ouvrit son vieux carnet noir. Elle feuilleta les pages couvertes de notes, de dates et de noms. Puis elle prit un stylo et écrivit sur la dernière page « Fin d'un cycle ». Elle referma le carnet, le rangea dans un tiroir et soupira. La guerre n'était pas tout à fait terminée, mais le terrain était dégagé. Quoi qu'il arrive, elle saurait y faire face. Le procès de Rafael Cortés a progressé plus vite que prévu. Les preuves étaient si accablantes que même ses propres avocats n'ont pas cherché à les contester. Comptes falsifiés, contrats imaginaires, virements injustifiés. Tout ce qui avait été dissimulé pendant des années derrière une rhétorique élégante a été mis au jour. Les médias l'ont montré entrant au tribunal, le visage blême et affaissé. Il n'était plus l'homme d'affaires respecté,
mais un homme pris au piège de ses propres manœuvres. Elena n'assista à aucune des audiences. Elle n'avait pas besoin de le voir. Il lui suffisait de savoir que la vérité triomphait enfin. Pourtant, un jour, elle reçut une lettre manuscrite. Elle venait de Raphaël. On pouvait y lire « Je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon, mais je le fais quand même, non pour moi, mais pour mon fils. J'espère qu'il n'héritera pas de mes erreurs. » Elena lut la lettre en silence. Elle n'éprouvait ni haine ni soulagement. Elle comprenait seulement que même les plus arrogants peuvent se repentir lorsqu'ils n'ont plus rien à perdre. Elle glissa la lettre dans son carnet noir et poursuivit sa journée. Au sein du Grupo Montluz, l'atmosphère avait changé. Les employés n'hésitaient plus à s'exprimer. Les réunions étaient plus courtes, les décisions se prenaient en équipe et la direction était toujours disponible. La cafétéria proposait désormais des repas chauds à tous, quel que soit leur poste. Agents de sécurité, chauffeurs et techniciens déjeunaient aux côtés des cadres, chose impensable quelques mois auparavant. Un jour, Elena descendit à l'entrepôt et trouva Pedro Luna et d'autres employés en train de décorer un mur. « Que faites-vous » demanda-t-elle. Pedro sourit. « On peint quelque chose pour se rappeler qui on est. » En s'approchant, elle aperçut une fresque avec le logo de l'entreprise et une phrase. « Ici, nous sommes tous Montluz. » Elena la contempla quelques secondes, émue. « C'est beau, dit-elle, mais il manque quelque chose. » Elle prit un marqueur, et sous la phrase, écrivit de sa main assurée. « Le respect ne se demande pas, il se donne. » Tous applaudirent. Entre-temps, le jeune Raphaël Junior était devenu l'un de ses plus proches alliés. Il travaillait à l'audit interne, participant à la vérification des procédures afin de garantir l'intégrité du système. Un jour, alors qu'ils examinaient des documents dans son bureau, il lui demanda « Avez-vous déjà songé à tout quitter ?» Elena le regarda et sourit. « Souvent. Mais si j'étais parti, il serait encore là à faire la même chose. »« Mon père, dit-il à voix basse, je ne sais pas si je peux lui pardonner. »« Vous n'êtes pas obligé, répondit-elle. Parfois, le pardon n'est pas pour l'autre, mais pour aller de l'avant. » Les mois passèrent et l'entreprise commença à regagner son prestige. De nouveaux contrats arrivèrent, les clients revinrent et la presse continua de parler de l'affaire Montluz comme d'un exemple de transformation. Oscar Beltran, le journaliste, préparait un documentaire pour la télévision. Il demanda à Elena l'autorisation de filmer dans les locaux. « Je ne veux pas de caméra dans mon bureau, » répondit-elle. « Mais vous pouvez filmer les gens, ce sont eux qui sont au cœur de l'histoire. »« Même pas une interview, » insista-t-il. Elena réfléchit un instant. « Une seule condition. Je ne veux pas être filmé en train de parler. Je veux que ce soit ma voix, pas mon visage. » Le documentaire a été diffusé pour la première fois un mois plus tard. Les images montraient des employés riant, partageant des anecdotes et racontant comment leur vie avait changé depuis l'arrivée d'Elena. La voix off disait « Pendant des années, ils l'ont vue passer sans la remarquer. Ils la croyaient invisible. Mais parfois, le silence observe, écoute et attend. Et quand le moment arrive, le silence parle plus fort que n'importe quel cri. » La diffusion a été un succès. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes ont partagé des extraits accompagnés de messages d'admiration. Certains la qualifiaient d'inspiration, d'autres de modèle. Mais Elena ne recherchait pas la célébrité. Tandis que les commentaires affluaient sur Internet, elle restait à son bureau, examinant des rapports et signant les congés des employés qui souhaitaient passer plus de temps avec leur famille. Ce soir-là, une fois tout le monde parti, elle descendit seule dans le hall. Le bâtiment était silencieux, comme 10 ans plus tôt, lorsqu'elle n'était que concierge. Elle se dirigea vers le chariot jaune qu'elle gardait toujours dans le local technique. Elle le caressa affectueusement, comme on salue un vieil ami. « Merci de m'avoir accompagnée, » murmura-t-elle. « Sans vous, je n'aurais jamais autant appris. » Soudain, elle entendit des pas. C'était Maria Torres, la même femme qui avait pleuré un jour de ne pouvoir rendre visite à son fils à l'hôpital. « Doña Elena, » dit-elle en souriant, « mon fils est diplômé le mois prochain. Je voulais vous remercier pour tout. » « Ne me remerciez pas, » répondit Elena. « Assurez-vous simplement d'être avec lui ce jour-là. »« Bien sûr. Et dites-lui de ne jamais oublier que sa mère est une femme courageuse. » Maria partit, émue. Elena resta là, fixant le reflet des lumières sur le sol fraîchement ciré. Le même lieu où elle avait jadis été humiliée brillait désormais différemment. Ce n'était plus l'éclat du marbre, mais l'éclat de la dignité. Quelques jours plus tard,
Hector Varla lui rendit visite avec de bonnes nouvelles. Le procès est terminé, annonça-t-il. Raphaël a plaidé coupable et remboursera une partie de l'argent. Ira-t-il en prison? Probablement. Mais son fils n'a pas voulu témoigner. Contre lui. Il a dit que la punition était déjà suffisante. Elena acquiesça. Il a raison. Certaines blessures n'ont pas besoin d'être aggravées. Avant de partir, Hector lui demanda, « Et vous, que ferez-vous maintenant que tout est réglé ?» Elena réfléchit quelques secondes. « Je continuerai à travailler. Je ne suis pas venu ici pour gagner une bataille. Je suis venu pour changer les mentalités. Ne pensez-vous pas que vous y êtes déjà parvenu? Pas encore. Le plus dur reste à faire, dépoussiérer l'ego. » Cette réponse est restée gravée dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connue. Au fil du temps, Grupo Montluz a été reconnu comme l'une des entreprises les plus éthiques du Mexique. Ils ont reçu des prix, ont fait la une des magazines, mais Elena a toujours refusé les interviews personnelles. « Si vous voulez une photo, disait-elle, qu'il y ait tout le monde dessus. J'ai déjà eu ma dose de notoriété à balayer les sols. » Un vendredi après-midi, Raphaël Junior entra dans son bureau avec une enveloppe. « C'est pour toi, » dit-il. À l'intérieur se trouvait un dessin que le fils de Maria avait réalisé au crayon de couleur. C'était un portrait d'elle en uniforme jaune, tenant un balai. En dessous, une phrase enfantine écrite d'une écriture maladroite. « Merci de ranger après les autres. » Elena sourit. De toutes les marques de reconnaissance qu'elle avait reçues, celle-ci était la plus importante. À la tombée de la nuit, elle monta sur le toit de l'immeuble et contempla les lumières de Monterrey qui s'étendaient à perte de vue comme une mer scintillante. Le vent lui caressa les cheveux et un instant, elle pensa à Ravière. « On l'a fait, » murmura-t-elle. Le rêve continue. Elle ferma les yeux un instant. Elle savait que des défis l'attendaient encore, mais elle savait aussi que rien ne pourrait jamais ternir ce qu'elle avait patiemment nettoyé. Le pouvoir ne réside pas dans les titres, mais dans la vérité. Et la vérité, en fin de compte, finit toujours par triompher. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la métamorphose complète du Grupo Montluz. Les vieux bureaux ne dégageaient plus aucune odeur d'arrogance ni de peur. Le bâtiment était le même, mais l'atmosphère avait changé. Les murs semblaient irradier de sérénité. Les employés se saluaient avec des sourires sincères, et même les couloirs brillaient d'un éclat nouveau. Elena arrivait toujours en avance, même si ce n'était plus nécessaire. C'était une habitude bien ancrée. Parfois, elle arrivait avant tout le monde et se préparait un café dans la salle de pause, observant la lumière de l'aube filtrer à travers les fenêtres. Ce calme lui rappelait ses débuts comme femme de ménage, quand personne ne la voyait. Mais désormais, il ne s'agissait plus d'invisibilité, il s'agissait de paix. Un vendredi après-midi, après une longue journée, Hector Varla passa lui dire au revoir. « Je dois partir quelques jours pour Mexico demain, » dit-il. « Avant de partir, je voulais te donner ceci. » Il lui tendit un dossier contenant les documents finaux de l'affaire Montluz. « Tout est officiellement clos. Il n'y a plus rien à signaler. » Elena le reçut avec un sourire. « Merci d'avoir été là pour moi pendant tout ce temps, Hector. »« Merci à toi, » répondit-il. « Tu m'as rappelé pourquoi je suis devenu avocat. » Après son départ, Elena se retrouva seule dans son bureau. Elle ouvrit le dossier, vérifia les scellés, puis le rangea dans le tiroir du bas de son bureau. Elle savait que ce chapitre était terminé, mais un autre restait à écrire, un chapitre qui ne figurait dans aucun document. Le lendemain, elle se leva tôt, enfila une robe simple et prit un taxi pour la périphérie de Monterrey. La route était calme, avec les montagnes en arrière-plan et le ciel bas et nuageux. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur. « Vous allez voir quelqu'un ?»« Oui, » répondit-elle avec un léger sourire. « Quelqu'un qui m'a appris à croire. » Ils arrivèrent à un petit cimetière entouré d'arbres. Elena marcha entre les pierres tombales jusqu'à ce qu'elle atteigne une pierre grise où était gravé un nom, Javier Moral, 1974 à 2004. Elle resta quelques secondes silencieuse devant la tombe. Puis elle déposa un bouquet de fleurs fraîches sur la pierre tombale, et à côté, un carnet noir usé par le temps. C'était celui qu'elle avait utilisé pendant 10 ans pour noter tout ce qu'elle voyait et entendait. « Je t'ai apporté le carnet, Ravière, » dit-elle doucement. « Je n'en ai plus besoin. » Elle caressa tendrement la couverture. L'entreprise est redevenue ce que nous souhaitions. Ce n'était pas facile, mais j'y suis arrivé. Nous y sommes arrivés. Le vent bruissait dans les arbres,
et ce son semblait une réponse. Elena sourit. Je t'avais promis de ne pas les laisser détruire ton rêve. Elle marqua une pause et ajouta d'un regard déterminé. Et j'ai aussi appris quelque chose. Le pouvoir sans empathie est vain. Elle s'assit sur le banc près de la tombe et fixa l'horizon. Un instant, elle se souvint des nuits blanches, des insultes, des regards méprisants. Elle se souvint du jour où Gustavo lui avait ordonné de nettoyer une tache inexistante sur le sol, comme si sa dignité ne valait rien, puis du moment où elle lui avait dit adieu devant tous, la tête haute. Ce n'était pas de la vengeance, murmura-t-elle. C'était justice. Elle se leva, arrangea les fleurs et jeta un dernier regard au nom de son mari. Repose en paix, mon amour. J'ai tout nettoyé. Alors qu'elle quittait le cimetière, le ciel commença à se dégager. Le soleil illuminait les rues humides et l'air embaumait la terre fraîche, comme après un orage. Elena marchait lentement, sans se presser. Elle savait que le passé était enfin derrière elle. Quelques jours plus tard, elle retourna à l'entreprise. À son arrivée, tous l'accueillirent avec un sourire et quelques applaudissements spontanés. Ce n'était pas une fête organisée, juste une marque d'affection. Elena leur fit un signe de tête et monta à son bureau. Sur son bureau se trouvait une lettre. On pouvait y lire simplement « Merci de nous avoir appris que le travail digne ne se mesure pas à l'uniforme, mais au cœur avec lequel il est accompli. Vos employés. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle prit une profonde inspiration. Elle ne voulait pas pleurer, mais plutôt se souvenir. Elle alla à la fenêtre et contempla la ville vibrante sous la lumière de midi. Au loin, elle aperçut des camions Montluse quittant le dépôt, arborant les nouvelles couleurs de l'entreprise. Ils n'étaient plus gris, ils étaient désormais jaunes, comme son ancien uniforme. Elle sourit à cette vue. Cette couleur, qui pendant des années avait représenté l'humilité, symbolisait maintenant la force et la renaissance. À la tombée du soir, elle descendit à la cafétéria où les employés partageaient un gâteau pour l'anniversaire de l'entreprise. Pedro Luna leva son soda, à notre patron qui nous a appris à ne jamais abandonner. Elle leva son verre à son tour. À tous ceux qui n'ont jamais cessé de travailler, répondit-elle. Des rires remplirent la pièce. Il n'y avait plus de hiérarchie, seulement des gens qui célébraient d'avoir retrouvé leur dignité. Ce soir-là, alors que l'immeuble fermait ses portes, Elena parcourut une dernière fois les couloirs illuminés. Chaque recoin lui rappelait quelque chose, les années de silence, les matins passés à nettoyer les sols, les larmes de Maria, le sourire de Raphaël Junior, le soutien d'Hector. Tout cela en avait valu la peine. Arrivée dans le hall, elle s'arrêta devant la fresque où l'on pouvait lire « Ici, nous sommes tous Montluse ». Elle caressa les lettres, prit une profonde inspiration et murmura « C'est ce que Ravière voulait depuis le début, que nous fassions tous partie de la même chose ». Elle resta un instant à contempler le reflet des lumières sur le sol, puis se retourna et sortit. Une douce brise nocturne la salua. C'était une brise pure et libre, à son image. Parfois, le pouvoir se cache là où personne ne le regarde. Parfois, celui qui nettoie le sol est celui qui a bâti la maison. Ne sous-estimez jamais ceux qui se taisent, car le silence, le moment venu, peut tout changer.